Ma mère a donné mon Tacoma de 38 000 $, entièrement remboursé. À ma sœur, 2 policiers le bloquaient dans son allée. 3 semaines après avoir fini de payer mon Toyota Tacoma de 38 000 $. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un garage vide. J'ai appelé ma mère, furieuse. Elle a dit, nous l'avons donné à ta sœur. Elle a des enfants. Tu peux en acheter un autre. Ma sœur avait déjà détruit 2 voitures cette année-là. Je n'ai pas discuté. À 6h40 du matin, 2 policiers bloquaient le Tacoma dans l'allée de ma sœur. La porte du garage était ouverte quand j'ai tourné dans ma rue. Je pouvais la voir à 2 pâtés de maison, car la lumière à l'intérieur était toujours allumée. Le néon que je laisse allumer quand je sais que je rentrerai après la tombée de la nuit. La lumière était allumée. Le garage était vide. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assise dans la voiture de Della. Le moteur en marche. Regardant la tache d'huile sur le sol en béton où mon Tacoma avait été garé pendant 4 ans. La tache avait la forme d'une empreinte de botte. J'avais effectué le dernier paiement pour ce camion 21 jours plus tôt. 38 000 $ sur 5 ans. 60 mensualités prélevées sur un compte courant que j'avais ouvert la semaine où j'ai commencé chez Consolidated Freight. Pas une seule manquée. Pas une seule en retard. Pas une seule payée par quelqu'un d'autre que moi. Je me souviens du matin où le dernier paiement a été validé. Parce que j'ai vérifié mon solde sur l'application alors que j'étais assise dans le camion. Sur le parking de Consolidated, et j'ai posé mon téléphone sur le tableau de bord. J'ai regardé le volant et j'ai dit à voix haute à personne, fini. La lettre de mainlevée du privilège est arrivée un mardi. Je l'ai tenue à 2 mains et j'ai lu mon propre nom imprimé comme unique propriétaire. J'ai mis le titre de propriété dans le coffre-fort ignifuge sous mon lit et je suis allé au travail le lendemain matin. Avec l'impression que le camion pesait moins. Comme si le fait de l'avoir remboursé avait physiquement changé le véhicule. 21 jours plus tard, le garage était vide et le néon bourdonnait au-dessus de rien. J'ai appelé ma mère. Beverly a répondu à la 2e sonnerie, ce qui signifiait qu'elle attendait. Les gens qui n'attendent pas un appel le laissent sonner 4 ou 5 fois. Les gens qui savent que le téléphone est sur le point de sonner décrochent avant la fin de la 2e tonalité. Maman, où est mon camion? Nous l'avons donné à ta sœur. Sa voix était neutre, répétée. Comme elle sonne quand elle a déjà décidé quelque chose et que la conversation n'est qu'une formalité. Elle a des enfants, Nadia. 2 garçons qui doivent aller à l'école. Sa situation avec son permis de conduire sera réglée dans quelques mois. Tu peux en acheter un autre. Tu as toujours été doué avec l'argent. J'ai entendu Hank en arrière-plan. Mon beau-père. Il s'est raclé la gorge comme il le fait quand il veut que Beverly sache qu'il est présent mais ne veut pas faire partie de la phrase. Maman? Ce camion est à mon nom. Le titre de propriété est dans mon coffre. Tu n'as pas le droit de donner mon véhicule. Gina en avait besoin. Elle a détruit 2 voitures cette année et elle ne peut pas s'en payer une autre. Tu vas en voiture à un bureau et tu t'assois à un bureau. Elle conduit 2 enfants à l'école. Chez le médecin et chez leur père 3 week-ends par mois. Tu n'as pas besoin d'un camion. Nadia. Tu dois arrêter d'être égoïste. Comment l'avez-vous sorti du garage? Silence, puis la voix de Hank, plus proche maintenant. J'ai utilisé le double des clés. Celui que tu as donné à ta mère il y a 3 ans pour les urgences. Ce n'était pas une urgence. Beverly est revenue. Sa voix était différente maintenant, plus dure. La voix qu'elle utilise quand elle a décidé que la gentillesse n'est plus la stratégie. Tu as acheté un camion que tu ne peux même pas remplir. Pas de siège auto à l'arrière. Pas de crampons de foot sur les tapis de sol, pas de cartable, juste toi. Un prêt remboursé et un garage avec un seul véhicule dedans. Les garçons de Gina doivent aller à l'école, chez le médecin, et chez leur père le week-end. Toi. Tu dois te rendre dans un bureau où tu classes des titres de propriété pour des camions qui ne sont pas à toi. Prends le bus. Nadia. Ou achète-en un autre. Tu as toujours été doué pour acheter des choses au lieu de construire une famille. Hank a dit mon nom,
non pas pour me défendre, mais pour signaler que la conversation était terminée. J'ai raccroché. Je suis resté assise dans la voiture de Della pendant 4 minutes. La lumière du garage était toujours allumée. La tache d'huile était toujours là. Le coffre-fort sous mon lit contenait un titre de propriété avec un seul nom dessus. Et ce nom était le mien. Et aucun appel téléphonique de ma mère ne changeait ce qui était imprimé sur cette page. Je n'ai pas rappelé Beverly. Je n'ai pas appelé Gina. Je suis entré, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai sorti le titre de propriété en règle. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la ligne de police non urgente. Je suis coordinatrice de la conformité de la flotte chez Consolidated Freight. Je gère les titres de propriété des véhicules, les immatriculations, les mainlevés de privilèges, les déclarations d'assurance et les documents du DOT pour 42 camions. Je traite des transferts de titres de propriété chaque semaine. Je sais à quoi ressemble un titre de propriété en règle parce que j'en tiens dans mes mains 5 jours par semaine. Je connais la différence entre un cadeau, un prêt et un vol. Et je sais que lorsqu'un véhicule, titré au nom d'une seule personne, est retiré de la propriété de cette personne sans son consentement, le terme juridique n'est pas la générosité, ni l'emprunt, ni une affaire de famille. Le terme est utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur. Dans cet état, c'est une infraction pénale. J'ai déposé le rapport à 23h40 ce soir-là. L'agent intervenant est venu chez moi. Il était jeune, peut-être 26 ans. Et il avait la manière prudente de quelqu'un qui a appris à ne pas prendre parti dans une affaire de famille avant de voir les papiers. Je lui ai montré le titre de propriété en règle, l'immatriculation du véhicule, mon permis de conduire et le garage vide. Je l'ai accompagné jusqu'au garage et je l'ai laissé se tenir à l'endroit où le camion avait été. Les néons toujours allumés, les taches d'huile encore visibles. Les murs en béton ne contenant que de l'air froid. J'ai expliqué que ma mère et mon beau-père avaient utilisé un double des clés pour accéder au véhicule et l'avaient conduit à l'adresse de ma sœur sans mon autorisation. Il a pris des notes. Il a demandé s'il y avait eu un arrangement préalable, un accord verbal. Un SMS suggérant que j'avais consenti. Il n'y avait rien. La dernière communication de ma mère était un SMS disant que je n'étais plus la bienvenue parmi eux. Il a photographié le SMS. Il m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit que je voulais d'abord que le véhicule soit récupéré et que l'incident soit documenté. Il a enregistré le rapport. M'a donné le numéro de dossier et a dit qu'une unité serait envoyée à l'adresse que j'avais fournie. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'arrêtais pas de regarder le garage vide depuis la fenêtre de ma cuisine. La lumière toujours allumée parce que je ne l'avais pas éteinte. Et je pensais aux 60 paiements que j'avais faits pour remplir cet espace avec quelque chose qui était à moi. Et à la rapidité avec laquelle un double des clés et un appel de ma mère l'avaient vidé. À 3h20 du matin, je suis allé au garage et j'ai éteint le néon. L'obscurité était pire que le vide. Je l'ai rallumé et je suis retourné me coucher. À 6h40 le lendemain matin, mon téléphone a sonné. L'agent au bout du fil a dit que 2 unités étaient à l'adresse de Gina. Le Tacoma était dans l'allée. Gina avait ouvert la porte en peignoir. Ces 2 garçons mangeaient des céréales à la table de la cuisine derrière elle. L'agent a vérifié le NIV par rapport à la plaque et à la copie du titre que j'avais fourni. Ça correspondait. J'ai conduit la voiture de Della jusqu'à la rue de Gina. Le matin était froid et le ciel était d'un gris plat. La couleur d'un jour qui n'a pas encore décidé ce qu'il veut être. Le Tacoma était garé sur le bord de la route avec une voiture de patrouille derrière lui et une autre bloquant l'allée en diagonale. 2 voisins étaient sortis sur leur Porsche. Un homme, 3 maisons plus loin, se tenait en robe de chambre, tenant une tasse de café à 2 mains, en train de regarder. Une femme de l'autre côté de la rue s'était arrêtée au milieu de la promenade de son chien. Le chien tirait vers la voiture de patrouille et elle ne le retenait pas. Gina se tenait sur les marches de son perron en pantalon de pyjama et en sweat à capuche. Ses bras étaient croisés si fort que ses phalanges s'enfonçaient dans ses propres coudes. Ses yeux étaient rouges et humides.
Elle m'a regardé avec l'expression de quelqu'un à qui on a raconté une histoire sur soi-même et à qui on demande maintenant de se tenir au milieu de cette histoire pendant que des étrangers regardent. Tu as appelé les flics sur ta propre famille, a-t-elle dit. Je ne lui ai pas répondu. L'agent m'a demandé de voir mon titre de propriété, mon permis de conduire et mon immatriculation. Je lui ai donné les trois. Il les a comparés, a vérifié la plaque NIV sur le tableau de bord à travers le pare-brise. Et a hoché la tête. Il m'a tendu les clés. Hank les avait laissées dans la console centrale avec 2 reçus d'une station-service où je n'étais jamais allé. L'essence que Hank avait utilisée pour conduire mon camion pendant 20 minutes à travers la ville. Je suis monté dans le Tacoma. Le siège était reculé de 15 cm par rapport à ma position habituelle. Les rétroviseurs étaient mal réglés. Le désodorisant que Gina avait accroché au rétroviseur avait la forme d'un pain et ne sentait rien. Comme mon camion. J'ai retiré l'arbre en pin du rétroviseur et je l'ai posé sur le trottoir. Je suis rentré chez moi. La porte du garage s'est ouverte avec le nouveau code que j'avais programmé la veille. Je suis entré, j'ai coupé le moteur et je me suis assise sur le siège du conducteur. Les 2 mains sur le volant. La tache d'huile était sous moi. Le néon était allumé. Le garage sentait le béton et l'huile de moteur. Et la légère pointe d'air froid qui s'infiltre sous la porte en novembre. Le camion était de retour. Le titre était dans le coffre-fort, mais quelque chose n'allait pas. Pas avec le camion, mais avec le silence qui a suivi. Parce que ma mère avait répété cet appel. Elle l'attendait. Et les gens qui répètent leur défense avant que le crime ne soit découvert ne répètent pas pour un seul acte. Ils répètent parce que l'acte qu'ils défendent fait partie d'une performance plus longue, plus ancienne et plus soignée. Et je ne savais pas encore depuis combien de temps le spectacle durait. Si votre propre famille vous a déjà pris quelque chose des mains en vous disant que ce n'était jamais vraiment à vous, vous comprenez à quoi ressemble ce silence. Si des histoires comme celle-ci vous semblent familières, vous écoutez Family Secret Tales. 3 jours après avoir récupéré le Tacoma, mon téléphone a sonné au travail. L'interlocuteur s'est présenté comme le directeur financier de Pacific Auto Credit. Il a dit qu'il appelait au sujet d'un paiement manquant sur une Chevrolet Equinox 2022. Numéro de prêt se terminant par 4471, montant du prêt initial de 24 000 $, que j'aurais co-signé. Je n'avais jamais rien co-signé de ma vie. Ni pour Gina, ni pour Beverly, ni pour personne. J'ai passé 4 ans chez Consolidated Freight à voir ce qui arrive quand un co-signataire ne comprend pas ce qu'il a signé. J'ai vu des propriétaires de flotte perdre leur véhicule personnel parce qu'ils avaient garanti un prêt pour un camion qui a mal tourné. Je sais ce qu'est une co-signature. C'est une promesse écrite sur le risque de quelqu'un d'autre. Je n'avais jamais fait cette promesse. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit. Je ne possède pas de Chevrolet Equinox. Je n'ai jamais co-signé de prêt auprès de votre institution. Il m'a lu les détails de la demande, mon nom légal complet, mon numéro de sécurité sociale. Mon employeur indiqué comme Consolidated Freight, mon adresse. Ma signature à la page 4 du dossier d'origine. Le prêt initial était de 24,000 $. Le véhicule a été déclaré perte totale suite à un accident pour conduite en état d'ivresse en août. L'assurance de Gina avait versé 9,2 cents $, mais le solde déficitaire restant était de 18,6 cents $. En tant que co-signataire, vous êtes responsable du déficit, a-t-il dit. Je lui ai demandé de m'envoyer une copie du dossier d'origine. Il a dit qu'il arriverait dans les 5 jours ouvrables. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis resté assise à mon bureau. À regarder l'écran où je traitais les transferts de titres de propriété pour 42 camions. Mon Tacoma valait 38,000 $. La co-signature de l'Equinox m'exposait à un déficit de 18,6 cents $. Entre le camion que ma mère avait physiquement pris et le prêt qu'elle avait invisiblement attaché à mon nom. Elle avait mis près de 57 000 $ de ma vie financière en péril sans me poser une seule question. Et je ne savais pas encore si ce chiffre avait fini de croître.
J'ai consulté mon propre rapport de crédit. Le prêt de l'Equinox y figurait, ouvert il y a 14 mois. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse. Je ne l'avais jamais vu avant ce matin-là. Le paiement mensuel était de 412 $, et aucun de ces paiements n'avait été effectué par moi. Car je ne savais pas que le compte existait jusqu'à ce qu'un inconnu appelle mon téléphone de bureau pour me dire que je devais de l'argent pour une voiture qui n'avait plus de moteur. J'ai appelé Della. C'est ma meilleure amie et ma collègue. La femme qui m'a formé ma première semaine chez Consolidated il y a 4 ans. Ce premier jour, alors que je me tenais dans la cour de la flotte en essayant d'apprendre la différence entre un camion-caisse de 26 pieds et un de 28 pieds. Della s'est approchée et a attaché une petite clé métallique à mon cordon. Premier jour, premier outil, a-t-elle dit. Tu n'en auras pas besoin pour le travail sur les titres. Mais tu devras te souvenir que tu as commencé ici sur le terrain, pas derrière un bureau. Cette clé est toujours sur mon porte-clés. C'est la première chose que je touche chaque matin quand je prends mes clés. Quand mon père est mort il y a 3 ans, Della est venue à l'enterrement. S'est assise au dernier rang et n'a pas dit un mot pendant le service. Après, elle m'a tendu un sac en papier avec une bouteille d'eau et une barre de céréales. Elle a dit, le deuil est physique. Mange quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Della est le genre de personne qui ne vous dit pas comment vous sentir. Elle vous dit comment survivre aux sentiments. Je l'ai appelée. Elle a décroché à la première sonnerie. Je lui ai tout raconté, le camion, la récupération, l'appel pour la cosignature de la concession. Ta mère a mis ton nom sur un prêt auto pour un véhicule que ta sœur a détruit en conduisant ivre? A dit Della. Oui, et elle ne te l'a jamais dit? Non. Elle a pris mon camion, m'a envoyé un SMS disant que je n'étais pas la bienvenue. Et a attendu que le prêteur me trouve. Della est restée silencieuse. Je pouvais l'entendre respirer et le bruit de son robinet de cuisine qui goutte. Puis elle a dit, Nadia. Elle n'a pas pris ton camion parce que Gina avait besoin d'un moyen de transport. Elle l'a pris parce que la cosignature était déjà en place. Elle savait que tôt ou tard, ce prêteur allait t'appeler, et quand il le ferait, tu commencerais à chercher. Le camion était la sortie. L'exil était le verrou. Elle essayait de fermer la porte avant que tu n'ouvres le dossier. Je n'ai rien dit pendant un moment. Della m'a laissé m'asseoir dans le silence. C'est la seule personne dans ma vie qui comprend que le silence n'est pas l'absence. C'est le traitement de l'information. Nadia, a-t-elle dit, la femme qui t'a appris à conduire un camion vient de t'en voler un. Dépose plainte pour tout. Et ne laisse personne dans ta famille te faire sentir coupable de lire un document qui porte ton nom. Cette phrase a tout réorganisé. L'appel téléphonique répété, le SMS d'exil immédiat, la vitesse de tout cela. Beverly n'avait pas agi par amour pour Gina. Elle avait agi par peur que je fasse exactement ce que je faisais en ce moment. M'asseoir à un bureau, ouvrir un écran et regarder les dossiers. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit avec le coffre-fort ouvert à côté de moi. Le titre de propriété en règle à l'intérieur. Mon nom, un seul nom. Le titre était toujours à moi, mais la cosignature était là. Attachée à mon crédit comme une deuxième ombre que je n'avais jamais accepté de projeter. Et rien de tout cela n'avait ma signature réelle sur une seule page. J'ai failli fermer le coffre-fort et décider que c'était suffisant. Le camion était à la maison. Le titre était en règle. Je pouvais contester la cosignature et passer à autre chose sans jamais plus parler à Beverly. Mais le directeur financier avait dit que le prêt avait été ouvert il y a 14 mois. Cela signifiait que ma mère était entrée dans une concession. Ou avait envoyé quelqu'un dans une concession. Et avait signé mon nom sur une page qu'elle n'avait pas le droit de toucher pendant que j'étais à mon bureau à traiter des transferts de titres pour les camions d'autres personnes. Ce n'était pas une erreur. C'était une répétition pour tout ce qui a suivi. J'ai rencontré un avocat nommé Oxin lundi. 44 ans. Bureau impeccable. Il prenait des notes sur un ordinateur portable et posait des questions précises. Quand j'ai eu fini, il a regardé le rapport d'incident. Le rapport de crédit et le dossier de cosignature que j'avais reçu ce matin-là.
Nous avons plusieurs problèmes distincts, a-t-il dit. Le rapport sur le véhicule est déjà documenté et le camion est récupéré. Pour la cosignature de l'Equinox. Nous déposons une contestation pour vol d'identité auprès du prêteur et une déclaration sous serment auprès de la FTC. Je veux aussi demander l'historique du titre du Tacoma via le DMV en utilisant le NIV et votre rapport d'incident. Si votre mère a tenté des transferts antérieurs. Ces dossiers montreront les soumissions et qui les a déposés. Il a fait une pause. Après cela, nous laissons les dossiers faire le travail. Le prêteur enquête sur la signature. Les dossiers du DMV parlent d'eux-mêmes. Si les preuves soutiennent la falsification, je renverrai à la fois la cosignature et toute soumission de titre au procureur. J'ai signé les documents de contestation. Hawks a déposé la plainte pour vol d'identité et la demande de dossier du DMV avant le déjeuner. La réponse du DMV est arrivée en moins d'une semaine. Elle montrait 2 tentatives de transfert de titres rejetées sur mon Tacoma. Toutes 2 appuyées par des procurations portant mon nom. La première a été soumise 14 mois plus tôt. La seconde, 9 mois plus tôt. Toutes 2 ont été refusées parce que l'examinateur du DMV a signalé que les signatures n'étaient pas conformes à la signature de mon permis de conduire enregistré. La partie soumissionnaire indiquée sur les 2 dossiers était Beverly Hewitt. Ma mère. Elle avait essayé de voler mon camion 2 fois avant de le voler. La première fois, il y a 14 mois, alors que le Tacoma n'était même pas encore remboursé. Elle était entrée dans un bureau du DMV avec un faux papier et avait essayé de mettre mon camion au nom de Gina. Quand cela a été refusé, elle a attendu 5 mois et a réessayé avec le même document falsifié. Quand cela a également été refusé, elle a envoyé avec un double des clés. Le vol du camion n'était pas une générosité impulsive. C'était la 3e tentative après 2 fausses signatures ratées. Hawks a examiné les dossiers du DMV et a envoyé les 2 soumissions de procuration falsifiées au bureau du procureur comme preuve potentielle de falsification. Il a également transmis la contestation de la cosignature à Pacific Auto Crédit avec les comparaisons de signatures du DMV en pièces jointes. Le schéma était maintenant visible. Une cosignature falsifiée sur l'Equinox, 2 procurations falsifiées au DMV, et un vol physique. Tout cela fait en mon nom sans que je le sache. J'ai failli appeler Beverly ce soir-là. Mon pouce était sur son nom dans mon téléphone. Pas parce que je voulais la prévenir. Parce qu'une partie de moi, la partie qui avait été sa fille pendant 31 ans, voulait l'entendre dire une seule chose vraie. Juste une phrase qui ne commençait pas par Gina et ne se terminait pas par une explication sur pourquoi je devais quelque chose que je n'avais jamais accepté de donner. Mais le titre dans le coffre-fort portait un nom. Et ce nom était la seule chose vraie dont j'avais besoin. Le samedi suivant, Beverly a convoqué une réunion de famille à sa table de salle à manger. Elle m'a dit que Gina serait là. Elle m'a dit que Hank serait là. Elle m'a dit que son ami Patrice d'en face serait là comme témoin neutre. Elle a dit: nous devons régler ça en famille avant que les avocats n'en fassent quelque chose que ça ne devrait pas être. J'y suis allé. Beverly s'était préparée. Elle était assise en bout de table. Hank était à côté d'elle. Gina était en face de moi. Ses yeux étaient de nouveau rouges. Patrice, une femme à qui j'avais parlé exactement 4 fois dans ma vie, était perchée sur le bord d'une chaise de salle à manger près de la fenêtre. Comme un juré qui n'était pas sûr de vouloir siéger. Beverly a commencé. Tu as appelé la police sur ta propre famille. Tu as fait venir des policiers chez ta sœur à 6h40 du matin. Ces garçons ont vu les gyrophares par la fenêtre. Ils ont cru que quelqu'un se faisait arrêter. Gina n'a pas pu les faire arrêter de pleurer pendant 1 heure. Tu l'as humiliée devant ses voisins et tu as traumatisé ses enfants pour un camion. Hank a ajouté, c'est ta sœur, Nadia. La famille n'appelle pas la loi sur la famille. Gina a dit, maman m'a dit que tu étais d'accord. Je les ai laissés finir. J'ai laissé Beverly présenter ses arguments. J'ai laissé Hank jouer son rôle. J'ai laissé Gina répéter la phrase qu'on lui avait donnée. Je me suis assise, les mains à plat sur la table et mon dossier sur mes genoux.
Et j'ai attendu que la pièce s'installe dans le silence qui suit un discours qui attend des applaudissements. Beverly m'a regardé comme si elle attendait des excuses. Hank s'est de nouveau raclé la gorge. Patrice nous observait tous avec l'immobilité prudente d'une personne qui vient de réaliser qu'elle n'est pas dans la pièce où elle pensait entrer. Puis j'ai ouvert le dossier. « Maman, ai-je dit, quand tu es allée au DMV avec une procuration qui portait ma signature. Quelle version de mon nom as-tu utilisée ?» Le visage de Beverly a changé, pas de façon spectaculaire. Les coins de sa bouche se sont contractés vers l'intérieur comme si un fil avait été resserré. Derrière ses dents. Parce que l'examinateur du DMV a noté que la signature utilisait l'initiale de mon deuxième prénom. De jeune fille. J'ai légalement abandonné cette initiale à 18 ans. Tu as utilisé une version de mon nom qui n'existe plus depuis 13 ans. Je ne vois pas de quoi tu parles, a dit Beverly. Tu as soumis la même fausse procuration 2 fois. Une fois il y a 14 mois et une fois il y a 9 mois. Toutes 2 ont été refusées parce que les signatures ne correspondaient pas à celles de mon permis. Les dossiers du DMV ont ton nom comme partie soumissionnaire. Mon avocat en a des copies. Patrice a bougé sur sa chaise. Elle a regardé Beverly de la façon dont on regarde quelqu'un quand la chose dont on a accepté d'être témoin n'est pas la chose que l'on voit. Quand Pacific Auto Crédit m'a appelé au sujet d'un prêt cosigné sur l'équinoxe de Gina. Ai-je poursuivi? J'ai demandé le dossier d'origine. Mon nom est à la page 4. Mon numéro de sécurité sociale est à la page 2. Je n'ai pas signé ce document. Je ne suis jamais entré dans cette concession. La signature ne correspond pas à mon titre, à mon permis, ni à aucune signature que le DMV a dans ses dossiers pour moi. Les mains de Gina sont passées sous la table. Elle fixait la surface. J'ai regardé Beverly, puis Gina, puis de nouveau Beverly. Maman? Tu as mis mon nom sur une cosignature pour une voiture que Gina a détruite en conduisant ivre. Tu as soumis une fausse procuration au DMV 2 fois en essayant de transférer mon camion à Gina. Et quand les 2 tentatives ont échoué, tu as envoyé Hank chez moi avec un double des clés et tu l'as pris quand même. Puis tu m'as appelé et tu m'as dit de prendre le bus. La bouche de Beverly était ouverte. Sa main droite agrippait le bord de la table. Hank était devenu immobile de la manière dont les hommes grands deviennent immobiles quand ils réalisent que la pièce a changé et qu'ils ne savent pas dans quelle direction se tourner. Je n'ai pas eu à être plus maligne que toi, maman, ai-je dit. J'ai seulement eu à arrêter d'ignorer les traces que tu as laissées derrière toi. Beverly a essayé. Sa voix s'est brisée. J'essayais d'aider Gina. Elle a 2 garçons. Elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de permis. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu étais censé demander, ai-je dit. Tu étais censé prendre le téléphone et dire, Nadia. Ta sœur a besoin d'aide. Peux-tu l'aider? Et peut-être que j'aurais dit oui. Peut-être que j'aurais conduit ces garçons à l'école moi-même. Mais tu n'as pas demandé. Tu as falsifié. Tu as volé. Tu as menti à une banque et à un DMV. Puis tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue dans cette famille parce que j'avais osé m'acheter un camion avec l'argent que j'avais gagné. Gina s'est mise à pleurer. Pas les larmes de comédie de tout à l'heure. Le vrai genre, où le son vient de quelque part derrière les côtes. Elle m'a regardé à travers ses larmes et a dit. Je n'étais pas au courant de tout. Maman m'a dit que tu avais accepté la cosignature. Elle a dit que tu savais. Et le camion, ai-je dit. Pensais-tu que j'avais accepté de te donner mon Tacoma entièrement remboursé pendant que je n'étais pas à la maison? Gina n'a pas répondu. Elle a mis son visage dans ses mains. J'ai posé le dossier sur la table. 60 paiements, 5 ans, un nom sur le titre. Tu n'as jamais demandé parce que tu savais que je dirais non. C'était la phrase clé. La pièce l'a reçue de la manière dont les pièces reçoivent les choses qui ne peuvent être reprises. Patrice regardait le sol. Hank regardait Beverly. Beverly regardait le dossier comme si c'était un animal qu'elle ne voulait pas toucher. Beverly a essayé une dernière fois. Sa voix tremblait maintenant. Nadia, s'il te plaît. Je suis ta mère.
J'ai fait une erreur. Mais tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait parce que Gina se noyait et je ne pouvais pas la regarder couler. Tu n'as pas fait une erreur, ai-je dit. Une erreur. C'est quelque chose que tu fais une fois et que tu regrettes. Tu as soumis un document falsifié au DMV il y a 14 mois. Quand il a été refusé, tu as réessayé. Quand cela a été refusé, tu as envoyé ton mari avec une clé. Et quelque part entre les deux, tu as mis mon nom sur un prêt de 24 000 $ pour une voiture que ton autre fille était sur le point de détruire en conduisant ivre. Ce n'est pas une erreur. Maman. C'est un projet. Le mot a atterri. Projet. J'ai regardé le visage de Beverly l'absorber. Elle avait passé toute la réunion à se présenter comme une mère désespérée. Je venais de la recadrer en tant qu'architecte. Plus de double de clés, ai-je dit. Plus de fausses signatures. Plus de prêts à mon nom que je n'ai pas signé. Plus de prise de ceux que j'ai gagné pour le donner à quelqu'un qui détruit tout ce qu'elle touche. C'est la dernière fois que je m'assois à cette table. Mon avocat a déposé la contestation pour vol d'identité auprès de Pacific Auto. A renvoyé les 2 fausses procurations au procureur et a documenté le vol du véhicule. Chaque plainte te nomme Maman. La contestation de cosignature nomme Gina, et le rapport d'incident du véhicule nomme Hank. Hank a regardé Beverly. Beverly n'a pas regardé en retour. Elle agrippait le bord de la table, et le bois craquait sous ses doigts. Patrice s'est levé. Elle a pris son sac à main sur la chaise et a dit « Je vais y aller, Bev ». Elle n'a pas dit au revoir. Elle n'a pas offert de réconfort. Elle est sortie par la porte d'entrée sans regarder personne d'autre dans la pièce. Beverly l'a regardé partir. C'est à ce moment-là que j'ai vu ma mère comprendre que le public qu'elle avait invité pour la valider avait quitté son côté de la scène. Et qu'il ne restait plus personne dans la pièce qui croyait à la version qu'elle se racontait depuis 14 mois. J'ai pris mon dossier et je suis sorti. 3 jours plus tard, Beverly a tenté son dernier coup. Le fils aîné de Gina, 7 ans, a sonné à ma porte un mardi après-midi. Il portait un manteau d'hiver rouge zippé jusqu'au menton et tenait un morceau de papier de cahier plié dans ses 2 mains comme si c'était quelque chose de fragile. Il m'a regardé avec les yeux d'un enfant à qui on a dit de faire quelque chose et qui ne comprend pas pourquoi. Mais c'est que c'est important pour la personne qui le lui a dit. Mamie m'a dit de te donner ça, a-t-il dit. Elle a dit qu'elle est désolée et qu'elle veut que tu viennes dîner. J'ai regardé le mot dans ses mains. Je ne l'ai pas pris. Je me suis agenouillé sur le porche, pour être à sa hauteur. Et je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré pendant quelques secondes. Il sentait l'adoucissant et le beurre de cacahuète. Il a 7 ans et il n'a rien choisi de tout cela et il n'aurait pas dû être sur mon porche à livrer un message que sa grand-mère n'a pas eu le courage de livrer elle-même. Je t'aime, ai-je dit. Et rien de tout ça n'est à propos de toi. Pas un seul morceau. Il a hoché la tête. Il n'était pas sûr de ce que je voulais dire, mais il m'a cru. Je l'ai raccompagné dans l'allée jusqu'à la berline de Beverly qui tournait au ralenti sur le bord de la route. Beverly était sur le siège passager. Hank conduisait, les 2 mains sur le volant, regardant droit devant lui. Je me suis penché vers la fenêtre passager ouverte. Le visage de Beverly était un mélange d'espoir et de peur. Et l'espoir était pire car cela signifiait qu'elle pensait que cela pourrait marcher. J'ai rendu le mot par la fenêtre. Je ne l'ai pas déplié. Je ne l'ai pas lu. N'envoie pas tes petits-enfants livrer des messages que tu devrais livrer toi-même, ai-je dit. Ce ne sont pas des enveloppes. Ce sont des enfants et ils en ont assez vu. Beverly a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. J'ai reculé de la voiture. Hank a mis la voiture en marche. Ils se sont éloignés du trottoir, ont tourné à gauche au bout de la rue. Et le garçon m'a fait un signe de la main depuis la vitre arrière alors qu'il disparaissait. Je suis rentré, j'ai fermé la porte et je suis resté dans le couloir, le dos contre la porte. Et j'ai respiré jusqu'à ce que le tremblement de mes mains s'arrête. Les semaines qui ont suivi se sont écoulées lentement.
Pacific Auto a confirmé que ma contestation de fraude avait passé son examen initial et que les activités de recouvrement à mon encontre étaient suspendues pendant que le prêteur terminait son enquête sur la signature. Plusieurs semaines plus tard, ils ont confirmé par écrit que je ne serais pas tenu responsable du compte. Le solde déficitaire de 18,6 cents est revenu à Gina en tant qu'unique emprunteuse. Elle n'avait ni revenu, ni permis, ni véhicule. Le prêteur lui a proposé un plan de paiement. Elle ne pouvait pas respecter les conditions. À la mi-décembre, Beverly et Hank faisaient face à des frais juridiques qu'ils n'avaient jamais budgétisés. Le bureau du procureur avait ouvert une enquête officielle sur les 2 soumissions de procuration falsifiées. Et Beverly avait engagé son propre avocat. La provision était de $400, et l'avocat l'a prévenu que si l'affaire allait de l'avant, le coût total atteindrait probablement $15,000 ou plus. En plus de cela, Beverly avait couvert une partie du loyer de Gina à $850 par mois. Plus les courses, plus le paiement de la caution de la conduite en état d'ivresse doux. Un soir, Hank s'est assis à leur table de cuisine et a étalé les relevés de cartes de crédit. Le solde du compte courant et la facture de l'avocat, a regardé Beverly et a dit: « Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il ne reste plus rien pour continuer. » Rien ne s'est effondré du jour au lendemain. L'argent a simplement cessé de suffire, et contrairement au camion, il ne restait personne à qui prendre. La voisine de Beverly, une femme qui vivait de l'autre côté de la rue depuis 11 ans et partageait le porche de Beverly les soirs d'été, et qui avait conduit Beverly à une opération du genou de Noël auparavant, a vu le nom de Beverly dans les archives judiciaires locales. Elle a traversé la rue un dimanche matin dans ses habits d'église et s'est tenue sur le porche de Beverly avec son sac à main sur l'épaule. « J'ai vu ton nom dans le système, Bev, a-t-elle dit. Falsification, 2 chefs d'accusation, au DMV, contre ta propre fille. » Beverly a commencé à expliquer. Elle a commencé comme elle commence toujours, avec Gina et les garçons, l'école, le médecin et les week-ends de garde. La voisine a écouté pendant 30 secondes. Son expression n'a pas changé. Quand Beverly a fait une pause pour respirer, la voisine a dit: « Je t'ai conduite à ton opération. Je suis resté dans cette salle d'attente pendant 4 heures. Je t'ai apporté de la soupe pendant 1 semaine et pendant tout ce temps, ta fille remboursait un camion que tu essayais de lui voler. » Elle a ajusté la sangle de son sac à main. « Je dois y aller. J'avais juste besoin de t'entendre dire que c'était vrai. » Elle a retraversé la rue. Elle n'est pas revenue. Le samedi suivant, Beverly l'a vue dans son allée en train de laver sa voiture. Beverly a fait un signe de la main. La voisine n'a pas répondu. Elle a tourné le tuyau d'arrosage vers l'autre côté de la voiture et a continué d'arroser. « Si vous êtes toujours là, restez avec moi car la fin est la partie que je veux que vous emportiez. » C'est Family Secrets. Les fins sont la raison pour laquelle nous sommes ici. Beverly a appelé mon téléphone 4 fois la première semaine de décembre. Chaque appel est allé sur la messagerie vocale. Elle n'a pas laissé de message les 3 premières fois. La 4e fois, elle a dit 11 mots, « Je suis ta mère. S'il te plaît. Décroche. J'ai besoin de te parler. » J'ai sauvegardé le message vocal. Je l'ai écouté 1 fois. Sa voix semblait plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Je n'ai pas rappelé. Un samedi matin, elle est venue chez moi en voiture. J'étais dans la cuisine en train de faire du café. J'ai entendu le camion de Hank se garer dans l'allée et tourner au ralenti. Le moteur a un léger cliquetis quand il est froid, un son que j'ai entendu 100 fois. Un son qui signifiait autrefois une visite et qui signifiait maintenant quelque chose pour lequel je n'avais pas de nom. J'ai entendu la porte du passager. J'ai entendu les chaussures de Beverly sur le béton, puis sur les marches du porche, 1 par 1. Plus lentement que dans mes souvenirs. Elle a frappé 3 fois. Elle a dit mon nom. Elle a attendu. Elle l'a redit, plus doucement. Je suis resté dans la cuisine avec ma tasse dans les 2 mains et j'ai regardé la porte d'entrée. Le peine dormant était enclenché. La chaîne était mise.
Le Tacoma était dans le garage et le titre de propriété était dans le coffre-fort et chaque document falsifié qu'elle avait soumis se trouvait maintenant dans des dossiers au bureau du procureur et dans le classeur d'aux. Elle a frappé une fois de plus. Plus doucement. Le coup de quelqu'un qui sait qu'on ne le laissera pas entrer mais qui a besoin de faire le geste. Pour pouvoir se dire qu'elle a essayé. Elle est restée sur le porche pendant 6 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge du micro-ondes. Je pouvais l'entendre respirer à travers la porte. À un moment donné, je l'ai entendu dire quelque chose de si bas que ce n'était presque pas un mot. Juste la forme de mon nom posé sur le bois de la porte comme une prière dite dans des mains. Puis je l'ai entendu descendre les marches, j'ai entendu la portière du camion. J'ai entendu Hank dire quelque chose à voix basse et j'ai entendu le moteur s'éloigner du trottoir. Elle avait conduit 20 minutes pour se tenir sur un porche pendant 6 minutes et apprendre ce qu'elle savait déjà. La porte du garage était fermée. Le Tacoma était à l'intérieur. La tache d'huile était sous le camion, là où elle devait être. Beverly avait vu le garage fermé depuis l'allée, elle savait que le camion était là. Elle savait que la femme qui le possédait était à l'intérieur de la maison. Et elle savait que ni la porte ni la femme n'allaient s'ouvrir pour elle. J'ai failli aller à la porte. Ma main était sur le pêne dormant et je sentais le froid du métal à travers ma paume. 31 ans à ouvrir chaque porte à laquelle ma mère a frappé. 31 ans à répondre à chaque appel. À me précipiter à chaque crise et à croire que la prochaine fois serait différente. Parce que c'était ma mère et que les mères ne prennent pas à leurs enfants sans demander. Mais le titre dans le coffre-fort portait un nom. Et la procuration au DMV portait un nom qui n'était pas le mien. D'une écriture qui n'était pas la mienne. Soumise par une femme qui avait décidé que ce que je possédais était à elle de le redistribuer. J'ai retiré ma main du pêne dormant et je suis retourné à la cuisine. En janvier, l'enquête avançait dans le système comme les enquêtes avancent, lentement. Officiellement, sans se soucier de qui cela dérangeait. Beverly avait une audience préliminaire au calendrier. Elle ne dormait pas bien. Hank avait cessé d'aller à sa soirée de poker du jeudi parce que 2 des hommes à la table avaient entendu parler du dépôt de plainte et ils ne voulaient pas s'asseoir en face de leurs questions. Gina vivait dans un appartement d'une chambre avec 2 garçons, sans véhicule. Sans permis et avec un solde déficitaire qu'elle ne pouvait pas payer. Elle prenait le bus pour aller à l'épicerie 2 fois par semaine. Le même bus que Beverly m'avait dit de prendre. Le camion qu'on lui avait donné pendant 3 jours était de retour dans mon garage, propre, au chaud et titré au nom de la personne qui l'avait payé. Les fausses procurations que Beverly avait soumises se trouvaient dans un dossier de preuve du procureur avec son nom sur la ligne de soumission. La porte de mon garage était fermée, mon camion était à l'intérieur. Mon titre de propriété était dans le coffre-fort, ma contestation de crédit était résolue. La différence entre la cuisine de ma mère et la mienne n'était pas l'argent. La punition ou la distance. C'était que tout ce qui se trouvait à l'intérieur de ma maison portait mon nom et que j'avais signé. Pour chaque pièce moi-même. Mars est arrivé, froid et gris. Un samedi matin, je me tenais dans mon garage, un café à la main, et je regardais le Tacoma. Le camion était propre. Je l'avais lavé la veille dans l'allée. Passant le jet d'eau sur le capot jusqu'à ce que l'eau s'écoule en une seule nappe lisse. Puis je l'avais séché avec la même peau de chamois que j'avais achetée le jour où je l'avais sorti de la concession il y a 5 ans. La porte du garage était baissée. Le nouvel ouvre-porte était accroché au pare-soleil. Le double des clés était dans le tiroir de ma cuisine, pas dans le sac à main de Beverly. Pas sur le trousseau de Hank, dans aucune autre main que la mienne. Le coffre-fort sous mon lit contenait le titre, en règle et claire, un nom, unique propriétaire. Pas de privilège, pas de co-signataire falsifié. Pas de procuration frauduleuse en attente dans aucun bureau du gouvernement de l'État. Le garage sentait le béton froid. L'huile de moteur et la légère trace d'échappement de quand j'avais laissé tourner le moteur quelques minutes ce matin-là pour le réchauffer. La tache d'huile était sous le camion, là où elle avait toujours été. Le néon bourdonnait comme il avait bourdonné la nuit où je suis rentré et ai trouvé un garage vide. Sauf que maintenant la lumière tombait sur quelque chose au lieu de rien. Della m'a envoyé un texto à 7h14. 3 mots.
Premier jour encore. J'ai souri à cela parce que c'était le cas. Le camion était à moi comme il avait été à moi le jour où je l'ai sorti de la concession. Sauf que maintenant, je comprenais ce que, à moi, signifiait vraiment. Cela signifiait 60 paiements qui n'ont jamais été refusés. Jamais manqués et qui ne sont jamais allés sur le compte de quelqu'un d'autre. Cela signifiait un titre dans un coffre ignifuge. Cela signifiait une porte de garage qui ne s'ouvre que lorsque je lui dis. Avec un code que seul moi connais, et une maison où personne n'a plus de double des clés. Cela signifiait que personne dans ma famille, ni ma mère, ni ma sœur, ni mon beau-père avec des instructions d'une femme qui croit que tout ce que je construis appartient à celui qui en a le plus besoin ne s'assiérait plus jamais sur ce siège conducteur sans me le demander d'abord. Et ils ne demanderaient pas parce qu'ils connaissent déjà la réponse. J'ai verrouillé la porte du garage derrière moi. Le peigne dormant a cliqué. Le café était chaud. Le matin était froid. Le camion était à l'intérieur, dans le noir, dans l'espace que je paie, sur la tâche qu'il a faite. Derrière une porte qui reste fermée jusqu'à ce que je l'ouvre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a rappelé que ce que vous gagnez vous appartient, partagez-la avec quelqu'un qui l'apprend encore. Abonnez-vous à Family Secret Health. Je vous verrai dans la prochaine.